Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale d'Happy Hour, émission spéciale confinement, évidemment, c'est déjà la 4e. On vous retrouve désormais tous les 15 jours avec mes compères de CloneWeb. Salut Marc, salut Alexandre et salut Jean-Victor. Bonjour. Salut. Tout le monde va bien ? Ouais, ça va. Tout va bien, écoute. Tranquillement. Et aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir François Léger, qui est journaliste à Première et qui est basé, lui, à Nantes. Bonjour, ouais, effectivement, je suis basé à Nantes. J'ai la chance d'être basé à Nantes. Très bien, très jolie ville. On est très content parce que ça faisait longtemps qu'on essayait de t'avoir dans l'émission, donc c'est un contexte un peu particulier. Et comme je le disais juste avant le début de cet enregistrement, on a un sommaire particulièrement joyeux aujourd'hui, en ton honneur quelque part, puisque on va parler de la mort. On va parler de ce qui peut se passer éventuellement après ou avant ou pendant, mais on va parler pour le petit sommaire de cette émission spéciale confinement d'Afterlife saison 2, donc la série de Ricky Gervais sur Netflix. On va parler de The Plot Against America, qui est une série, la nouvelle grande série de David Simon sur HBO, disponible sur OCS en France. On va parler de Gotham Heights, qui est un comic. Et Marc, est-ce que c'est disponible en France ? En import seulement, donc c'est un petit peu compliqué tant que les librairies n'ont pas complètement rouvert. Mais j'en parlerai après. Et on compte sur les librairies et leur réouverture prochaine. On va parler de Tyler Rake, soit Extraction sur Netflix, le nouveau film de Chris Hemsworth. Et on finira sur de la réalité virtuelle. Et pour une fois, c'est pas moi qui vais en parler, c'est Jean-Victor, puisqu'il a eu la chance de pouvoir essayer Half-Life Alyx, le nouvel épisode de la franchise vidéoludique. Exactement. Vidéoludique. Oui, le confinement, on est très vintage. Tout à fait. Écoutez, il faut être un peu vintage quand on parle de réalité virtuelle. Et François, on te laisse la parole en premier pour nous parler de la saison 2 d'Afterlife que tu as découvert il y a très peu de temps, parce que c'est sorti sur Netflix il y a quelques semaines, non ? Exactement, c'est ça, il y a 2 semaines à peu près, je crois. Donc, logiquement, c'est la suite de la saison 1, je vais rien vous apprendre. Mais en fait, le principe de la série, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est donc Ricky Gervais qui joue le rôle de Tony, un journaliste d'une petite gazette d'une petite ville anglaise où clairement il s'ennuie pas mal, et Tony a perdu sa femme d'un cancer il y a peu de temps, et il est en déprime totale. Et cette déprime lui fait songer au suicide, à beaucoup à la mort, et il finit par se dire, au lieu de se tirer une balle dans la tête, il finit par se dire qu'il va plutôt dire tout ce qu'il pense aux gens sans se mettre de restrictions, donc avec une franchise assez incroyable, ce qui est un petit peu l'inverse du principe du film Mythoman, c'est la traduction française de The Invention of Lying, qu'il avait réalisé en 2009, où là il inventait le mensonge dans une société où personne ne mentait. Donc là c'est un peu l'inverse, et la première saison était très drôle, malgré ce côté un petit peu morbide, parce que la mort rôdait tout le temps autour de lui. Et la saison 2 va beaucoup plus loin là-dedans, c'est-à-dire que c'est sûrement moins rigolo, il reste des bonnes vannes, il reste des trucs très drôles, mais c'est une vraie tragédie en fait. On est tout le temps à ses côtés, et on le suit aussi dans ses coups de mou terribles, alors qu'il essaye de se reconstruire un petit peu, mais sans trop y croire en fait. Et il essaie de donner le change et de devenir un peu sympathique vis-à-vis des gens qui l'entourent, parce qu'il a pas envie de les enfoncer, mais du coup ça devient extrêmement triste et limite lacrymal en fait par moments, ce qui à mon avis était plutôt la bonne idée pour continuer cette série, et pas rester sur le truc de dramédie quoi. Là il pousse le truc vraiment très très loin, et j'ai trouvé ça absolument formidable, et c'est peut-être la meilleure série de Ricky Gervais à mon avis à date. Oula, c'est un statement comme on dit. Tu mets ça carrément devant The Office ? Ouais, je mets ça devant The Office parce que j'adore The Office, mais là je trouve qu'il se livre, en fait, il donne un truc de lui-même très très fort, il va dans l'intime vraiment, tu sens qu'il y a une partie quand même vraiment de lui là-dedans, et ouais, ça m'a vraiment touché, et j'attendais pas ça de lui finalement, je pensais pas qu'il pourrait être aussi franc dans un truc qui n'est pas de l'humour quoi. Je sais qu'il y a pas mal de gens justement qui sont très très férus de Ricky Gervais et qui trouvent que la série est un peu trop gentil, parce que notamment le pitch que t'as dit sur le mec qui se découvre ce pouvoir de dire absolument ce qu'il veut à tout le monde, c'est quand même un truc qui tient 1 ou 2 épisodes au début de la saison 1, mais finalement c'est pas vraiment le sujet de la série, c'est plus l'histoire du deuil de ce mec. Exactement. Et t'as plein de gens qui trouvent que, mais je les rejoins un petit peu, que la série elle a quand même un côté un peu soap, un peu facile, surtout que ça se passe dans un petit village anglais, et t'as en fait toute une galerie de personnages vers lesquels tu reviens perpétuellement, et en fait ces gens-là ils sont un peu figés. Par exemple, t'as un personnage d'une dame qui
a perdu son mari et que tu ne vois à chaque fois que dans un cimetière, assis sur un banc devant la tombe. Et en fait, à chaque fois qu'il va la voir, il va la voir sur ce banc. Et la meuf, t'as l'impression qu'elle passe littéralement sa vie pendant 2 saisons assise sur un banc devant la tombe de son mari. Et en fait, moi, je trouve que ce truc un peu cheesy, un peu gentillé, ça pourrait complètement me saouler, mais ici, ça marche parce que c'est Ricky Gervais. Et comme tu l'as dit, c'est un mec qui est très drôle et qui a quand même un humour un peu retors et est parfois un peu méchant. Et il arrive et en fait, tu sens que déjà, il fait ça avec ses tripes et qu'il aime toute la galerie de personnages qu'il a créé, etc. Et qu'en fait, la saison 2 en soi, est-ce qu'elle se justifie à la base? Pas tellement, parce que la fin de la 1 a amené un truc qui est amené une nouvelle étape dans sa vie. Et t'as presque l'impression qu'il a rebooté quelque part la narration pour justifier la 2, parce que concrètement, chaque épisode démarre de la même manière et c'est toujours un peu le même schéma. Donc c'est pas forcément un truc qui se binge-watch, je pense, parce que chaque épisode repasse par les mêmes étapes, notamment la fameuse dame sur son banc, ou alors son bureau avec les mêmes personnages assis au même endroit qui balancent les mêmes conneries, etc. Et les vidéos aussi de sa femme, les vidéos qu'il regarde de sa femme qui est décédée. Et oui, la vidéo de sa femme qui effectivement font une espèce de flashback pour lui montrer sa vie d'avant. Et en même temps, il y a ce truc de, même si c'est un peu cheesy, même si c'est un peu c'est une série qui veut évidemment ressembler à Ricky Gervais, donc qui veut être un peu méchante et balancer des saloperies, mais en même temps c'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui veut faire un câlin à tout le monde quand même concrètement. Donc je trouve qu'il y a un truc un peu paradoxal et en même temps c'est ce qui rend la série très attachante, parce que même si c'est une série qui se veut gentille, elle a quand même des aspects sale gosse parce que c'est Ricky Gervais. Exactement. Ouais, non, mais je suis d'accord, et je comprends qu'on puisse prendre ça comme un truc un peu sauve, comme tu disais, un peu répétitif et peut-être un peu larmoyant, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait ça avec une telle un tel premier degré finalement mais il y croit, ouais. Il y croit à fond quoi, dans ce truc du deuil et de la façon dont il le montre, et j'ai du mal à pas être ému quand je le vois lui-même. D'ailleurs, je trouve qu'il joue extrêmement bien ça, ouais. Et j'ai du mal à pas être ému quand lui se met à pleurer ou à bafouiller ou à avoir du mal à parler de sa femme et tout. Ça a beau être, et c'est vrai, hein, c'est un côté répétitif, hein, je suis d'accord, il y a un truc un peu formulatique là-dedans qui peut être un peu chiant, mais ouais, ça m'a fondamentalement touché quoi, et je pense que c'était la meilleure option qu'il avait pour faire une saison 2. Est-ce qu'il fallait obligatoirement faire une saison 2? Effectivement, t'as raison, la saison 1 se terminait de façon tout à fait cohérente et c'était peut-être pas la peine d'aller plus loin, mais quitte à en faire une, je pense que c'était la meilleure option qu'il avait. Non, puis encore une fois, tu sens qu'il aime sa série, qu'il prend aussi beaucoup de plaisir à retrouver ses personnages. Et notamment, il y a un psy qui est complètement taré, mais alors, en fait, dans la 1, il est assez gentil, dans la 2, il part complètement en couille. Et c'est un des trucs très drôles de la saison 2, c'est ce psy qui est vraiment un psychopathe et qui, en fait, est beaucoup plus taré que tous ses clients, quoi. C'est clair. Vous voulez dire que Ricky Gervais a une âme, au final? Oui, plus que toi, Mathieu, plus que toi. Oh, le scud. Moi, je trouve que la saison, j'étais assez touché par la saison 1 que je trouve effectivement, comme tu disais, plus drôle. Et la saison 2, je suis en plein dedans. Hein. J'ai pas du tout fini. Je suis à l'épisode 5, je crois. Oui, t'en restes un. Hein. Et à la fois moins drôle, mais en même temps plus bienveillante. Je trouve que le personnage de Ricky Gervais a vachement évolué par rapport à la saison 1. Où là, effectivement, au début, dans la saison, il était trash et assez sombre, et à la fin de la saison, il se dit si j'essayais d'être gentil, en fait, finalement, ce serait peut-être pas mal. Et je trouve que ce côté bienveillant là dans cette saison 2, moi, me plaît beaucoup, presque plus que la saison 1. Et j'aime bien la galerie d'évolution des personnages. Tu disais, Jean-Victor, qu'ils sont un peu figés, mais je trouve quand même qu'ils essayent un peu. Il y a quelques backstories que je trouve plutôt intéressantes, notamment son collègue de travail qui rencontre une femme, qui a un fils et tout, qui se ressemble un petit peu. Et la nouvelle qui arrive dans la saison 1, qui est aussi un personnage que je trouve vachement attachant, et pareil, son beau-frère, je trouve qu'il y a une belle storyline dans la saison 2 par rapport à lui, même si effectivement tout ça était à la base plus ou moins clôturé, à la fin de la saison 1, et je trouve qu'il s'en est quand même plutôt pas mal sorti. Après, la question, c'est est-ce qu'il va continuer encore, parce que mine de rien, en fait, concrètement, quand tu prends les grands arcs narratifs, le concernant, son grand arc narratif à chaque fois, la saison 2, j'ai l'impression que tu retombes un peu sur ce que la 1 faisait, et que tu te dis, il pourrait continuer éternellement à lui se remettre en question à chaque saison et à finalement suivre ses personnages secondaires, parce que tu sens qu'il fait ça aussi pour ça. Mais je suis pas sûr que la série puisse continuer indéfiniment non plus, quoi.
Il a l'air de vouloir faire une saison 3, ce qui me semble effectivement pas forcément être la meilleure idée du monde, mais je crois que ce serait la première fois qu'il ferait une saison 3 s'il la faisait. Il a jamais fait au-delà de 2 saisons dans ses séries. Ouais. Mais j'ai effectivement du mal à voir aussi comment il pourrait maintenant retourner le truc et pas répéter exactement ce qu'il a fait dans la 1 ou dans la 2. Ouais, puis il y a quand même un truc, c'est que c'est un mec qui fait du stand-up et des one-man shows, et t'as quand même l'impression par moment qu'il y a certaines situations où il met juste en scène des blagues qu'il serait capable de balancer sur scène et qu'il le ferait marrer. C'est pas faux du tout. Mais bon, en même temps, je dis ça, moi je trouve ça, ça me fait marrer, donc je suis très content qu'il fasse ça. On y retrouve la patte Ricky Gervais quand même, quoi. C'est pas que... Ouais, c'est beaucoup moins trash que ce qu'il a pu faire avant, mais il y a quand même de ça, ouais. Mais ce côté bienveillant dont tu parlais, il est un peu inédit. Peut-être qu'il l'a fait un petit peu dans c'était Derek, je crois que sa série où il jouait un handicapé mental. Il y avait un peu de ça par moment, mais c'était plus méchant. Là, je sais pas, il y a une espèce de pureté dans ce qu'il raconte. Ouais, qui est touchante, et je comprends que ça puisse mettre quand même des gens un peu à l'écart parce que peut-être un peu trop mielleux, un petit peu trop. Mais on a tous envie un peu de ça, non ? Je crois que ça fait du bien en ce moment un peu, mais. Ouais, non, puis c'est bienveillant, mais c'est bienveillant intelligemment. C'est quand même le principe de rappeler des choses assez simples de la vie, mais qui sont toujours bonnes à entendre, et quand c'est fait avec un peu d'humour et avec des personnages aussi attachants dans toute sa galerie, ça marche, quoi. Et je pense que le côté soap est quand même assez assumé, le fait juste d'avoir mis l'action dans une ville, dans une petite ville anglaise qui ressemble beaucoup à celle de Hot Fuzz d'ailleurs, par exemple. Je trouve que c'est assez assumé dans le genre. D'un seul coup, j'imagine Nick Frost qui débarque avec Simon Pegg. Et ça marcherait, je pense. Ouais. Ça pourrait, ouais. Moi, je l'ai pas vu, mais vous m'avez chauffé, en fait. Non, alors pour prendre pour aiguiller Marc, et parce que je sais que Marc, il a des conditions de visionnage assez importantes, notamment le dimanche matin en pyjama, avec des céréales, mais en fait, Afterlife, moi, je regarde ça en mangeant, et ça passe très très bien le midi. Sur la pause déj, c'est nickel, c'est 25 minutes, c'est parfait. C'est 30. Ah, c'est très important de pouvoir caler ça. D'ailleurs, maintenant qu'on est confiné, j'ai plus de séries de métro, je vous cache pas que ça me manque. Moi, pour François, moi je regarde souvent des séries sur une petite tablette dans le métro, bosser. Maintenant, je fais plus ça, donc je suis à la bourse. Il a plus de merde à mater sur son iPhone, j'ai un peu déçu. je suis complètement déboussoulé. Enfin, c'est peut-être la pire chose qui soit arrivée depuis le début du confinement, effectivement. C'est ça, il est temps que ça s'arrête. On va sortir bientôt. Vous me facilitez pas la vie en termes de transition, parce que je cherche des points pour me dire comment je vais pouvoir vous parler d'une série qui, elle aussi, tire vers le pessimisme et peut-être moins joyeuse que Afterlife au final. Et ça s'appelle The Plot Against America, et on passe sur une antenne historique qui est HBO et qui est disponible en France sur OCS. Et c'est une mini-série de David Simon et Ed Burns qui ont fait notamment The Wire. Et je sais que Jean-Victor est fan d'autres séries de David Simon, puisqu'il est un monsieur qui n'arrête pas. Et The Plot Against America, c'est une uchronie, en fait. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, au début des années 40. Et c'est l'hypothèse, si Roosevelt n'avait pas été réélu aux États-Unis, mais si un président plutôt pro-entente avec les nazis avait été élu, que se serait-il passé pour les Juifs américains ? Et on se situe dans le New Jersey, en fait, et on va étudier comment la société américaine va lentement, mais sûrement, dès les premiers épisodes, on le sait, va dériver vers un enclavement et un antisémitisme latent. Voilà, merci. Je vous plombe un peu l'ambiance avec ça, mais ce qui est fascinant toujours avec David Simon, c'est cette capacité de pouvoir utiliser une situation pour parler d'aujourd'hui. Et alors The Wire, c'était frontal, c'était Baltimore, c'était la délinquance, etc. The Plot Against America, c'est la volonté d'aller explorer un peu l'histoire américaine et de se placer à un moment très précis pour... Si on avait changé les choses, en fait, on aurait pu aussi aller vers le pire. Et le pire, c'est les États-Unis qui n'aident pas l'Europe à gagner la Seconde Guerre mondiale. Alors, la série s'arrête, je crois, Jean-Victor, tu m'arrêtes si je me trompe, mais en 42, je crois. Oui, septembre 42. Alors, il faut préciser que c'est la puissance aussi de cette série vient du fait qu'elle est tirée d'un roman de Philip Roth. Philip Roth, grand auteur américain qui est malheureusement décédé 6 mois avant la production de la série. Mais son livre avait été paru en 2004 et à l'époque, on y voyait un parallèle avec évidemment la politique de George Bush et tout le contexte des années 2000. Aujourd'hui, découvrir cette série, c'est évidemment faire un parallèle avec tout ce qui se passe aujourd'hui, de la montée des extrêmes jusqu'à la situation même des États-Unis
Donald Trump et compagnie, servi par un casting assez fabuleux puisqu'on a John Turturro, Zoé Kazan et Winona Ryder en tête d'affiche. Winona Ryder d'ailleurs qui a réappris à jouer après Stranger Things, ça fait plaisir. Ouais. Elle a un rôle un peu secondaire quand même, elle disparaît un peu à des moments, mais ça fait partie des choses assez convaincantes de la série. Et il y a un casting d'enfants aussi parce que du coup on voit le roman se basait beaucoup plus sur le regard d'un enfant vis-à-vis de la situation. Là, la série le fait aussi, mais les adultes ont une belle part là-dedans. Et pour le coup, je ne dirais pas que c'est une série de confinement total parce que c'est pas une série qui va vous tirer vers un optimisme grandissant, mais plutôt vers une réflexion sur notre époque et sur des choses qui sont pas forcément très joyeuses. Je sais pas ce que Jean-Victor, toi, t'en as pensé. Sur ce que la série promeut, c'est que moi je pense que c'est une série qui vraiment pousse les gens à l'insurrection. En fait, c'est une série qui te dit qu'il a beau se passer dans les années 40 et pour reprendre le contexte de la Seconde Guerre mondiale, finalement, elle ne fait que de parler d'aujourd'hui, comme tout ce que fait David Simon, c'est à travers le portrait des États-Unis, en fait, tirer un portrait de l'époque. Et en fait, ce qui est assez flippant, c'est que plus t'avances dans la série, plus moi j'arrivais évidemment à tirer des traits vis-à-vis de la situation politique actuelle aux États-Unis et de Donald Trump, mais tu peux aussi faire des parallèles avec la situation en France et sur pas mal de points, donc c'est assez flippant. Et en fait, ce qui est dingue, c'est David Simon, moi c'est un des rares mecs que je vois vraiment utiliser l'écriture série télé à fond et profiter de la longue durée d'une série, etc., pour vraiment construire un récit et rajouter à chaque fois des strates de lecture et des petits trucs sur chaque personnage pour vraiment en fait faire de la narration telle que tu ne peux le faire que dans ce format-là, que tu pourrais pas faire aussi dans un film classique par exemple, parce que on l'a dit vite fait, en fait chaque épisode il y a une utilisation de l'ellipse qui est très forte. En fait, chaque épisode se passe environ 3 à 6 mois après le précédent. Ouais. Donc en fait la série se passe sur 2 ans et demi et donc déjà chaque ellipse permet d'apporter beaucoup de choses, ce qui pousse le spectateur à être très alerte parce qu'en fait t'es constamment en train d'analyser ce qui se passe, etc. Mais en fait elle permet de profiter aussi de la situation et de l'exposer de façon crédible, parce que typiquement quand on parle d'un pitch comme ça, on pourrait se dire c'est vite ridicule, tu vois, les États-Unis qui tombent dans le nazisme, etc. C'est beaucoup plus subtil que ça, c'est beaucoup plus posé que ça prend beaucoup plus son temps, c'est beaucoup plus construit petit à petit, et en fait c'est ça qui rend la série fascinante, c'est que c'est crédible, c'est que c'est pas juste les mecs tombent dans le nazisme du jour au lendemain. D'ailleurs ils tombent pas vraiment dans le nazisme, ils tombent avec un gouvernement fasciste qui est affilié au nazisme mais qui ne l'est pas directement. Et ce qui est assez dingue, c'est comment, notamment le deuxième épisode où tu vois la fameuse élection, c'est comment en fait sur des arguments qui sont entendables dans le débat public, il y a des petites zones d'ombre qui sont pointées par certains, mais en fait le populisme fait que ça passe que ça passe quand même, et sur comment en fait toute une suite de petits détails petit à petit vrillent pour en fait que la situation devienne catastrophique. Mais comme c'est que des petits détails par des petits détails, au fur et à mesure tu te dis bon, allez, sur ce coup-là on oublie, sur ce coup-là on oublie, sauf qu'en fait non, la série te dit vraiment dans l'absolu, il faut ne jamais rien céder à des gouvernements fascistes. Et il ne faut jamais baisser ses gardes, et elle le met en pratique. Et c'est ça qui est assez fascinant à regarder, c'est comment en fin de compte cette situation vrille, et c'est surtout qu'elle le fait d'un point de vue très humain, parce qu'on suit, tu l'as dit, une famille juive, et en fait on voit comment cette situation impacte tous les membres de la famille, aussi bien la mère que les deux gamins. Et d'ailleurs le plus jeune qui a je sais pas 6-8 ans, il est absolument bouleversant, il a parmi les scènes les plus fortes de la série. Et en fait c'est brillant parce que tu as ce principe d'utiliser le temps et de jouer de la longue durée de la série pour pouvoir explorer 2 ans et demi à fond, vraiment à fond, et d'utiliser toute une myriade de personnages pour montrer comment ça impacte des gens très différents, mais comment en fin de compte la situation affecte chacun, et à différentes strates aussi de la société, parce que tu vois aussi via le personnage de Winona Ryder des gens qui sont partisans de ce gouvernement fasciste, et comment eux en fin de compte malgré le fait que ce soit dans l'absolu contre leur propre intérêt sans qu'ils s'en rendent compte, ils vont prendre la défense de ces paroles-là, etc. Donc en fait c'est très complet, c'est-à-dire que la peinture que te fait David Simon de cette problématique-là, elle est très actuelle, mais parce qu'elle est très complète en fait, elle est très précise, et a priori il y a beaucoup de choses qui viennent du roman de Philip Roth. J'ai parlé à 2-3 personnes qui l'ont lu et qui m'ont dit que l'adaptation était très fidèle, et donc il y a quand même beaucoup de choses qui lui reviennent dans le mérite, mais je pense que David Simon il a une rigueur dans l'écriture qui en fait que ça fait des miracles, et surtout que la série, on l'a pas dit, mais la reconstitution comme d'habitude, comme il l'avait prouvé récemment avec The Deuce, c'est fabuleux, elle est très très belle, et je trouve qu'il y a une élégance en fait dans la réal qui par moment me sidère, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 trucs, notamment un plan séquence dans le dernier épisode qui est tout con,
C'est juste une caméra dans un couloir qui avance vers le personnage de Zoé Kazan qui est au téléphone. Et moi, j'étais scotché à mon siège. Et j'étais... En fait, c'est hyper anxiogène. La série, elle est vraiment flippante. Et elle marche parce que elle te fait tisser des parallèles sur tout ce que tu as autour de toi et où tu te dis, putain, en fin de compte, comme le vend si bien l'affiche et le slogan qu'il y a dessus, la liberté, on l'a tous, mais c'est quelque chose qui se perd très rapidement. Et la série le démontre très très bien. Je sais pas si, messieurs, vous avez vu la série, non ? Ou une partie ? J'en ai vu une partie et je suis complètement d'accord avec ça. C'est vrai que c'est assez stupéfiant parce que ça pourrait être rapidement trop lent, peut-être vite gonflant, et c'est pas du tout le cas parce qu'effectivement la reconstitution est incroyable et chaque personnage a quelque chose à apporter à l'histoire générale, et je trouve qu'il y a pas un miscast aucun, enfin je veux dire, tout le monde est parfait quoi, tout le monde est vraiment très très bon, et notamment les enfants qui, effectivement, le petit, je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs ce gamin, j'ai pas cherché son nom, mais il est assez incroyable, et ouais, j'ai pas lu le bouquin de Ross moi, et ça m'a donné beaucoup envie de voir la qualité de l'adaptation purement, mais quoi qu'il arrive, effectivement, je pense que c'est une grande série mais qui prend son temps, et là encore à binge-watcher, je suis pas persuadé que ce soit la meilleure solution non plus. Je pense que c'est un truc qu'il faut peut-être déguster. Ouais, se poser un peu. Moi, je le suis à un rythme plutôt hebdo, et je crois que ça marche plutôt bien comme ça. Et ouais, très très belle série, très belle série. Ouais, c'est du velours quoi. Il faut juste dire aux gens par contre que le pilote est pas le truc le plus engageant de la planète, parce que en fait Simon vraiment pose le contexte, pose les personnages, pose le truc. Donc en fait à la fin du pilote il s'est pas passé grand chose concrètement, et tu te dis ok ça va être très très long etc, mais c'est juste de la mise en place pour qu'ensuite t'aies les pieds dans le plat et tu sais d'où viennent ces personnages et vers quoi ils vont tendre en fait. Donc faut passer le pilote qui est pas le plus sexy de la planète, mais à partir du deuxième épisode c'est vraiment là où l'écriture prend son sens et met en marche les mécaniques de la série. La façon dont vous en parlez, ça me fait un petit peu penser à l'homme du haut château. Ouais. C'est ça, mais en bien. L'homme du haut château, tu tombes vraiment enfin, moi j'avais vu que le pilote, mais c'est vraiment les nazis ont pris les États-Unis, ils ont foutu des swastikas partout. Enfin, y a c'est du nazi porn un peu. Voilà, il y a le côté nazi porn, il y a l'imagerie est poussée, là où il y a un truc beaucoup plus, je sais pas, le documentaire c'est pas le mot, mais plus fidèle, enfin déjà qui joue beaucoup plus avec la vraie histoire quoi. C'est-à-dire que il y a des vrais noms en fait qui sont cités, notamment Roosevelt, etc. Il y a des vrais personnages historiques qui sont cités dans Plot Against America, et où il joue un peu plus de la situation, mais en partant encore une fois avec une envie de réalisme en fait, de faire vriller le truc petit à petit, et où c'est pas juste les nazis ont pris les États-Unis, tu vois. De toute façon, le travail de Philip Ross et puis qui a été repris par David Simon, c'est de se baser, comme tu disais, sur une espèce de réalité historique, c'est-à-dire que le président qui gagne dans le deuxième épisode, c'est Charles Lindbergh, et c'est un vrai héros américain à cette époque-là, qui avait vraiment eu peut-être pas des amitiés pro-nazis, parce que j'ai pas étudié le dossier à fond, mais en tout cas, il avait été en Allemagne alors qu'Hitler était déjà élu. Aux États-Unis, il était adulé comme pilote hors pair, et il avait été au cœur d'une affaire qui avait un peu lancé le FBI en 1930, quand son enfant avait été enlevé et tué par des gangsters. Donc la série se base vraiment sur des faits. D'ailleurs, on voit dans la série, quand Roosevelt n'est pas élu, on le recroise en train d'être dans l'opposition au gouvernement, etc. Donc il y a vraiment un background qui est complètement réel, et c'est là où David Simon, je pense, s'amuse le plus, c'est-à-dire que lui, il arrive à reprendre ça et en faire des épisodes effectivement d'une heure avec un canevas. C'est vraiment du velours, parce que moi, à aucun moment j'ai sorti les yeux de l'écran, et à aucun moment je me suis ennuyé quoi. Moi, je pensais au Maître du Haut Château, je pensais aussi à Peaky Blinders, dont la dernière saison se passe aussi à la rencontre des éléments pro-nazis plutôt anglais, et c'était 10 ans avant The Plot Against America, mais Peaky Blinders ne fait pas dans la dentelle évidemment, il fait plus dans le punch, mais c'est voilà, The Plot Against America, je pense que l'idée c'est vraiment d'avoir une série à la David Simon qui est, comme tu disais Jean-Victor, parfaitement écrite pour le médium, et qui moi m'a laissé effectivement après chaque épisode un peu scotché, et peut-être que ça fait du bien d'avoir quelques jours pour réfléchir entre deux épisodes. Ouais, puis encore une fois, c'est jamais obvious quoi. C'est que le personnage de Lindbergh, typiquement, il est jamais présenté comme pro-nazi. C'est-à-dire qu'il fait toute sa campagne sur on va pas partir en guerre. Il dit Roosevelt c'est la guerre, moi c'est pas la guerre. Et en fait, il vend juste sa campagne là-dessus, et c'est crédible. Et tu comprends que des gens aient mis leur vote pour ça à la base quoi. Donc t'as vraiment cette idée de faire les choses de façon subtile, et de montrer à quel point la politique c'est aussi un jeu très retors, et c'est aussi un jeu de faux semblants qui peut vite devenir très insidieux. Est-ce que ça appelle à une saison 2 ?
Pas sûr. Bah, vu que c'est non, enfin la fin se suffit elle-même, et vu que ça adapte le bouquin, je pense qu'ils vont pas enfin, je sais pas si ça s'arrête à la fin du bouquin, mais j'imagine, et je les vois mal continuer aussi, quoi. Ça a été vendu comme une mini-série, comme avait fait déjà David Simon avec Show Me Your Hero. Ouais. Ok. Et puis on sait que lui est parti sur d'autres projets, puisqu'il y a eu cette rumeur autour de Wire là il y a quelques jours. En tout cas, où il retourne à Baltimore en fait. Ouais. Ce sera pas une suite à la série culte, mais il retourne à Baltimore pour faire un truc de flic. Donc je pense que le mec a un planning très très chargé. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et on a hâte. On a besoin de David Simon. Très bien, voilà, c'était. Alors du coup, c'est une série à déguster lentement. Vous avez peut-être un peu besoin d'air après chaque épisode, mais on vous la recommande chaudement. Et c'est dispo sur OCS. C'est disponible en France sur OCS. Alors, faut préciser que du coup, OCS avec le confinement, comme d'autres entités audiovisuelles, ne peut pas doubler les épisodes. Donc, je crois que les derniers épisodes sont disponibles que en sous-titré français, ce qui peut vous faire du bien pour réviser un peu votre anglais d'ailleurs. Mais voilà, et je n'ai pas de transition avec le sujet de Marc. J'avoue qu'elle est pas simple. Et Marc, tu vas nous parler de Gotham Heights. Ouais, je vais vous parler de Batman. Je trouvais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Batman. Exactement. Et je vais vous parler d'un Batman un petit peu différent, parce que je cherchais un truc un peu cool à lire, et un petit peu pas positif, mais j'ai lu tout le run de Tom King, qui est paru étalé sur des tas de mois chez DC Comics. Et bon, c'est quand même vachement sombre, et je voulais rebondir sur du Batman un petit peu joyeux, et ça tombe bien puisque DC a sorti un truc qui s'appelle Gotham High, qui est ce qu'on appelle un Elseworlds. Alors pour les gens qui nous écoutent et qui savent pas trop ce que c'est qu'un Elseworlds, en gros c'est un Batman alternatif. Par exemple, le plus connu c'est Gotham au 19e siècle, ou Gotham by Gaslight de Mike Mignola, qui était sorti en 89. Où l'histoire on imagine Bruce Wayne, comment il serait au 19e siècle. On peut aussi citer le Batman russe de Superman Red Son. Et là, les deux auteurs, Melissa De La Cruz et Thomas Pitilli, sont partis sur « Et si on imaginait Batman au lycée ?» Ou plutôt « Et si on imaginait Bruce Wayne au lycée ?» Et donc en fait, c'est une BD qui est destinée aux adolescents. Hein. Melissa De La Cruz, c'est une auteure de romans young adults. C'est elle notamment qui écrit la série Descendants, le truc pour Disney Channel, le truc Disney, qui reprend des personnages de méchants. Elle a fait tous les romans qui sont dérivés de Là, tu ne donnes pas trop envie. Non, du coup, j'ai l'impression que c'est un mash-up entre Glee et Batman, tu sais. Alors, en fait, c'est plus un mash-up entre Batman et Riverdale. Ah. Alors, la première saison de Riverdale, celle qui était bien, parce que c'est devenu n'importe quoi, mais la première saison de Riverdale. En fait, l'idée, c'est Bruce Wayne n'est pas du tout Batman. Il est parti à l'étranger pour une raison, je reviendrai dessus après. Il a fait Erasmus. Il revient quand il a 16 ans au lycée de Gotham, et il est parti très longtemps en fait, et il retrouve des vieilles connaissances et d'autres nouveaux personnages. Et en fait, Bruce Wayne se met à flirter avec Catwoman, ou en tout cas Selina Kyle. Selina Kyle, celle qui va devenir Catwoman. Et il se retrouve pris dans une histoire de triangle amoureux avec Jack Napier, qui est donc le futur Joker. Ok. Et ça tourne autour d'une romance d'adolescent un peu cheesy, un peu mignonne, où l'auteur joue vachement avec les codes en essayant de glisser des références, mais en même temps de pas y aller au forceps. Mais on va quand même plonger dans une histoire un peu mystérieuse, puisqu'il y a un enlèvement, et il y a 2-3 scènes d'ailleurs assez violentes autour de ça. Et on va découvrir en fait que Bruce Wayne, il a toujours été né pour être Batman, donc il commence à... Déjà, il s'habille en noir, histoire de bien... C'est un adolescent gothique. Et c'est un gothique, ouais, c'est ça. C'est ça, avec un grand, très long impair, et vraiment un adolescent gothique. Et il va se mettre à enquêter sur la disparition. En fait, c'est Harvey Dent, qui a aussi 16 ans, qui se fait enlever. Et il se trouve qu'il se fait enlever dans une scène où les kidnappeurs voulait Wayne parce qu'il est méga riche, et du coup c'était un prétexte, et il se trompe de cible. Et est-ce que les parents de Bruce sont toujours vivants ? Non, les parents de Bruce sont morts. Tout est classique jusque là. D'accord. Mais il n'est pas encore Batman, et du coup il va devenir un espèce de sous-Batman qui commence à enquêter sur la disparition de son camarade, et ça vire de plus en plus au drame, et ça finit de manière assez dramatique. C'est la version Smallville de Batman en fait.
Et c'est un espèce de mélange entre du Riverdale, du Smallville et ce genre de trucs. Alors, je sais que vous, ça vous vend pas du rêve, mais en même temps... Les gens qui nous écoutent le voient pas, mais là, sur la caméra, je peux dire que tout le monde a l'air très circonspect. Vous êtes pas le cœur de cible, en fait, puisque ça, c'est vraiment une BD qui vise le young adulte, et donc c'est plus pour quand t'as 14 ans que tu as envie de lire ça. Et moi, je me suis vachement laissé prendre au truc. Faut dire que le dessin de Thomas Pitilli, qui est un jeune dessinateur new-yorkais qui démarre vraiment, qui a pas grand-chose à son actif, est assez cool, ça marche. Le trait est chouette, les couleurs sont intéressantes. Et puis, je sais pas, j'ai bien aimé ce parti pris de... Moi, j'aime bien lire des histoires alternatives comme ça, quand c'est amené intelligemment, quand c'est pas trop forcé, quand la manière de jouer avec les codes d'un héros est bien fichue. Moi, je suis assez partant. Et j'ai vraiment... Ça se lit d'une traite, hein, vous lisez ça en 20 minutes et c'est plié. Il y a qu'un seul tome, et avec une ouverture sur une suite, mais à mon avis... Il y aura peut-être un deuxième volet si les ventes suivent. Et j'ai vraiment kiffé. Et il y a un truc qui m'a plu et qui fait un tout petit peu polémique aux États-Unis autour de la critique de la BD. C'est que l'auteur Melissa De La Cruz a vachement essayé d'en faire des personnages inclusifs. Et donc en fait, évidemment, les racistes américains montent au créneau en disant non, mais ça, c'est pas possible. Bruce Wayne est à moitié asiatique en fait. Sa mère, Martha, était originaire de Hong Kong dans cette BD-là. Et en fait, ce que je vous ai dit au début, qu'il était parti à l'étranger, en fait, il était à Hong Kong et il revient quand il a 16 ans. Et tout le monde est géré d'une manière inclusive. Selina Kyle, elle est mexicaine. On peut citer aussi Alfred, qui est marié à un homme. Et donc aux États-Unis, tous les racistes et puristes grincent un peu des dents parce que le trait a été forcé sur faisons un truc bien inclusif où tout le monde y trouvera son compte. Et moi, je trouve que ça fonctionne hyper bien. Et en même temps, du coup, c'est un peu ça qui m'a amené à la BD. En fait, j'avais vu passer la polémique d'abord et je me suis dit, mais c'est hyper intéressant. Un Batman à moitié chinois, moi, je prends. Racontez-moi ça. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le truc et que ça m'a plu. Hongkongais, oui, pardon. Non, je voulais juste savoir quelle taille ça fait en fait. C'est combien de pages? Parce que tu disais un tome, mais c'est pas un tome, c'est pas un fascicule mensuel, comme d'habitude. C'est un truc d'une centaine de pages. Ouais, c'est un paperback, c'est 200 pages. 200 pages. Moi, je l'ai lu en numérique. Alors, ce qu'on disait avant que l'émission commence, c'est que il est disponible en France dans la mesure où les libraires sont pas ouverts ou pas trop, et en tout cas ont été mal approvisionnés pendant les lockdowns en comics VO. Donc c'est un petit peu compliqué à obtenir, mais il est dispo sur Comixology. Moi, je l'ai lu sur tablette s'il y a des gens qui veulent le lire en numérique. Ouais, puis il y a moyen qu'Urban ne peut l'éditer un jour. Oui, et c'est complètement un sujet pour Urban Comics une fois qu'on aura repris une vie normale. Voilà, je vous ai pas vendu le truc comme méga funky, mais en même temps, voilà, si vous cherchez... Mais il y a un peu de bagarre. Est-ce qu'il y a un peu d'essence de Batman, quoi? Est-ce que, je veux dire... Est-ce qu'il se pète la gueule? Il y a pas de... Alors... la BD ne va jamais dans le sens de la naissance de Batman, c'est pas le sujet. Par contre, ouais, il y a de la bagarre, mais il y a de la bagarre d'adolescents, tu vois, des mecs qui se fight, de la baston de cours de récré quand t'as 16-17 ans, tu vois, ce genre de sujet. Quand tu te tapes avec un mec pour une fille. Il y a des costumes un peu ou non? Non, il y a pas de costume, il y a rien de tout ça, il y a juste les personnages et des références évidemment, des mecs qui quand les mecs croisent Jack Napier font des références. Oh là là, lui des cartes à jouer, le Joker, du maquillage, tu vois. Selina Kyle, elle a évidemment un petit chat, ce genre de délire. En cherchant un peu les dessins, j'étais tombé sur un truc, je sais pas si ça te parle, mais il y avait un projet de série animée qui s'appelait justement Gotham High. Mais ça date de 2011 et je me demandais si ça avait un rapport ou pas. La question si piège. Tu ne sais pas. C'est une très bonne question piège, voilà. Non, mais en fait, on en avait parlé dans un Happy Hour précédent où chez DC, ils ont toujours cherché à amener Batman dans l'univers du lycée, et ils avaient tenté ça quand j'en avais parlé la dernière fois pour Batman Beyond, quand le Batman futuriste était sorti en Blu-ray. L'origine du truc, c'était une volonté à l'époque de DC de demander à des auteurs de réimaginer Bruce Wayne au lycée. Et Bruce Timm et Paul Dini, lui, étaient revenus plutôt avec un successeur.
Et voilà, donc là Gotham High s'enfonce de plein pied dans l'histoire, et j'ai récupéré les dessins, et ça n'a pas du tout de rapport de près ou de loin avec la BD, ce que le projet de 2009. Ok. Mais voilà, c'est cool. Si vous voulez un Batman un peu tranquille, 200 pages à lire en confinement pour vous vider la tête et un petit Batman pépouze. Un petit Batman pépouze, c'est exactement le truc, ouais, c'est ça. Toi, François, tu lis du Batman en comics ? Ça fait longtemps que je lis moins de comics qu'avant, juste par pure raison économique, mais ça fait un petit bout de temps que j'ai pas lu du Batman, et je me dis que ça peut être peut-être une bonne façon de remettre un pied dedans. Après, je sais pas si la cible est plus adolescente, quoi. Enfin, j'ai l'impression quand même qu'on vise plus les ados de 15-16 ans que les adultes. Ouais, c'est ça, un peu moins, ouais. À la limite, c'est plus ton fils qui va être d'ici 1 an ou 2 qui sera client au moment de la version française. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne façon de lui faire rentrer là-dedans, parce que je regarde à chaque fois ma bibliothèque, j'ai toujours du mal à trouver un truc à lui faire lire qui soit pas trop violent, qui soit pas trop trop dur. C'est peut-être une bonne façon de le faire. Mais de toute façon, DC, ils sont dans une quête de réactualiser leur public et de toucher un peu le public adolescent actuel qui va connaître les personnages via les films, etc. Je sais que là, ils ont commencé notamment chez Urban à lancer toute une collection qui est effectivement assez axée young adult, et où il y a un truc sur Harley Quinn qui sort, et où en fait tu suis l'adolescence de Harley Quinn, si j'ai bien suivi l'histoire. Donc à mon avis, ils vont peut-être publier ça en France dans cette collection-là. Il y a déjà aussi Catwoman, et pareil, c'est un point de vue un peu adolescent de fleur bleue, machin. Bon, je sais pas si ça colle tout à fait Gotham High, mais il y a cette idée, voilà, de faire une collection un peu plus ado, donc à mon avis, ça arrivera là-dedans. Ouais, de viser un peu plus les plus jeunes, et peut-être pour les emmener ensuite à lire du Batman plus classique, exactement. Très bien. Une parfaite transition, c'est d'aborder un film sorti sur Netflix qui parle aussi du jeune public quelque part. Mais peut-être aussi via une polémique, puisque le film a des jeunes comédiens qui se donnent à fond. Et Alexandre va nous en parler un peu plus précisément. Ah oui, je pensais pas que tu parlais de ça. Oui, donc je voulais vous parler de Tyler Rake, qui est donc la nouvelle production alors je mets des guillemets, réalisateur visionnaire d'Avengers Endgame. C'est ce qui est écrit sur l'affiche, hein. Donc les frères Russo, qui est donc un film basé sur Ciudad, un comics qu'ils ont coécrit l'année dernière, et réalisé par Sam Hargrave, qui est coordinateur de cascade chez Marvel sur Avengers notamment. Et donc c'est la nouvelle grosse production Netflix avec Chris Hemsworth dans le rôle titre. Donc ouais. Tyler Rake, c'est quoi ? C'est en fait donc Extraction, le titre anglais, et Tyler Rake étant le titre français. C'est un ancien soldat qui est reconverti en mercenaire. Il est solitaire, très musclé, il a peur de rien, et surtout il a pas peur de mourir. Il est envoyé au Bangladesh, à Dhaka, pour aller sauver le fils d'un criminel qui a été kidnappé par un baron de la drogue. Et globalement, c'est tout, hein. Ça, c'est, voilà, l'histoire s'arrête là. Mais en fait, c'est un peu le problème du film, quand même. On va être honnête, on va pas regarder Tyler Rake pour son scénario, ni pour même les états d'âme de son personnage principal, et de ces espèces de traumas un peu pétés, grillés dès 10 premières minutes à coups de flashback bien subtils. En fait, si on regarde Tyler Rake, c'est surtout pour voir Chris Hemsworth taper des gars à tour de bras, défourailler des soldats, tuer des méchants, faire des headshots et recharger son flingue sur sa poitrine. Et ça, je trouve ça beau. Et j'ai maté ça un soir, et en fait je me suis retrouvé dans un gros actionneur bourrin et gore, souvent même un peu trop gratuitement. En fait, j'ai trouvé que le Tyler Rake, enfin, on en avait pour son argent, quoi. On sait ce qu'on va voir, on n'est pas déçu, et c'est largement mieux que tout un tas de trucs en fait qu'on a pu voir de ces 10 dernières années, notamment grâce au réalisateur Sam Hargrave, qui arrive à faire quelques belles scènes d'action lisibles, ce qui est quand même pas mal, et c'est même au plan séquence, même si les raccords en numérique piquent quand même pas mal les yeux. Et en plus de ça, il y a Golshifteh Farahani avec un bazooka, le mec de Stranger Things, qui est quand même un personnage grillé dès sa première apparition. Dès que tu vois le mec de Stranger Things, tu fais ok, alors lui il va faire ça et il va se passer ça, et c'est exactement ce qui se passe. On a quand même Chris Hemsworth qui se donne à fond. Moi j'ai trouvé vraiment, je vais vous dire, j'ai passé un bon moment. C'était le bon moment d'Alexandre. Cool. C'est ça, exactement. Très cool, bien rigolo, over the top. C'est pas toujours malin. C'est un peu entre John Wick et Jack Reacher, et ça va pas très loin, hein, puisque... Et The Raid aussi. Et ça va pas très loin, puisque voilà, dans son histoire, les courses-poursuites, enfin,
t'as des courses-poursuites entre l'armée, les mercenaires, la pègre, des enfants soldats, des explosions en pleine ville. Visiblement, bon, ça embête personne. Et mais en même temps, est-ce qu'on avait vraiment envie de voir autre chose que ça? J'ai cru que t'allais dire, et en même temps, est-ce qu'on a quelque chose à foutre? Des enfants soldats. Avant de vous laisser la parole, puisque vous l'avez tous vu, et j'ai envie d'avoir une suite. Voilà, je tenais à le dire. Une suite, un spin-off avec Goldshifteh Farhani et un bazooka. Un spin-off avec Goldshifteh et un sniper. François, toi, t'en as pensé quoi? Je suis d'accord sur le fait que c'est très très efficace sur certaines scènes. Il y a vraiment des scènes d'action qui ont de la gueule et effectivement c'est très lisible et il y a des trucs vraiment cool, notamment cette scène en bagnole où ils sont en ville après avoir fracassé 14 000 gars dans un immeuble. Il y a des trucs très cool. Après le scénario est vraiment pété et ça c'est quand même extrêmement problématique et surtout contrairement à John Wick qui joue avec ça, qui sait que son scénario est nul mais s'en fout et il va vraiment. Là on essaye effectivement de raccrocher un peu les wagons, de te donner un petit peu de profondeur psychologique au personnage principal. C'est effectivement un peu nul, c'est grillé au bout de 5 minutes et ça a très peu d'intérêt. Après, c'est vrai que Chris Hemsworth, il se donne à mort, il y va vraiment, tu sens qu'il a bossé le truc, il a bossé les scènes d'action et il y a des trucs très très cool. Est-ce que vraiment j'ai envie de le recommander à quelqu'un qui pourrait regarder John Wick ou The Raid? Je suis pas sûr, quoi, tu vois, je suis pas persuadé. Ça a l'avantage d'être sur Netflix, ce qui est déjà pas si mal. Ouais, ça marche vachement bien en plus en ce moment. Je pense que tout le monde démarre, voit Chris Hemsworth dire oh putain. Ouais, c'est ça. Surtout quand ça s'appelle Extraction et que t'es en confinement, t'as envie de sortir, quoi. C'est vrai. Chris Hemsworth débarque chez toi pour venir te chercher, c'est ça. T'en as pensé quoi, Marc? Justement, moi pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, moi j'ai eu l'impression tout est misé sur l'acteur et ça m'a rappelé un peu l'époque où tu regardais ou des films d'action juste parce que c'était Stallone ou parce que c'était Schwarzenegger et tu regardais des merdes en fait parce que finalement les films derrière ils étaient pas terribles mais t'avais une espèce de sympathie pour l'acteur et tu cherchais des codes que lui allait apporter. Et là moi quand j'ai vu Chris Hemsworth qui allait se battre, je me suis dit cool, il va parler avec sa grosse voix de Thor, il va avoir l'air énervé, il y a sans doute une scène où il enlève sa chemise et ça va bastonner. Et je me suis rappelé qu'il avait tourné pour Michael Mann avant de tourner pour Marvel. Et je me suis dit, mais ouais, carrément, j'ai envie de voir un film de Chris Hemsworth. Et je l'ai pris comme ça, en fait. Je l'ai pris vraiment le truc où on a donné un terrain de jeu à l'acteur et il se fait plaisir. Et moi, je me fais plaisir avec lui. Alors après, comme l'a dit François, ouais, le scénario est pété. Les flashbacks sont affreux. Et dès que le personnage le shérif de Stranger Things, David Harbour, apparaît, ça devient chiant parce que ils essayent de ralentir le rythme, ils rajoutent des dialogues pétés, on s'en fout, passer à autre chose. Ouais, t'as notamment un passage sur Chris Hemsworth qui pleure et tout. T'as limite envie d'avancer en accéléré pour dire mais non, c'est bon, je sais que ça va. En plus, le film commence sur la scène de fin, donc tu sais très bien que tout ça amène à une scène sur un pont et t'as envie de la voir. Mais ouais, moi ça m'a fait plaisir. J'aime bien regarder des gros actionneurs bourrins comme ça, cool et voilà. Et Jean-Victor je trouve très bien gentil, hein, parce que putain. T'as pas vu son statut Facebook ce matin? Non, mais bon, déjà ça dure 2 heures et vous l'avez tous dit, le scénario est pété, donc déjà tu commences par virer une demi-heure. Tu vas à l'essentiel et puis en fait moi c'est un gros véhicule, on l'a dit, promo pour Chris Hemsworth qui d'ailleurs produit le film. Et je pense qu'ils se sont marrés sur les tournages des Avengers avec le cascadeur qui leur a dit hey, les gars, on a fait une BD avec les réals, vas-y, on en fait un film, super, c'est parti. Et en fait, j'ai l'impression de voir un mash-up. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les mecs se sont dit putain, les gens ils adorent Call of Duty, donc on va mettre un costume de Call of Duty avec Chris Hemsworth, on va aller au Bangladesh, ça fait Call of Duty, et il va faire des petites éliminations en mode tactical, on va faire des headshots comme dans John Wick et comme The Raid parce que c'est à la mode, toutes les cascades que tu vois dans le film, c'est des trucs que t'as déjà vu, genre ils te font le son avec le caméraman qui suit le mec qui saute d'un toit à un autre, tu l'as vu dans Jason Bourne, à un moment il fait un dérapage avec la caméra qui est juste à côté, tu l'as vu dans Mission Impossible. Enfin, tout le film en fait passe son temps à te citer des trucs en se disant ah c'est trop cool, on va le mettre dans Tyler Rake. Et en fait je regarde le truc en me disant mais je l'ai déjà vu en 1000 fois mieux. Et en plus je trouve que effectivement, il y a le côté film de cascadeur avec les mecs qui essaient de sortir 2-3 plans qui défoncent, et notamment ce fameux plan séquence qui dure, je sais pas, 10 minutes. Mais enfin, c'est pété, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des raccords numériques toutes les 3 secondes qui sont absolument horribles. Ouais. Tu vois que c'est que c'est plein de plans qu'ils ont essayé de rafistoler les uns aux autres, et ça
passe son temps à te le crier à l'écran, quoi. Et puis ça devient un moment où ça devient n'importe quoi. Il y a notamment une baston dans une rue à un moment avec l'espèce d'équivalent indien de Chris Hemsworth, où d'un seul coup les mecs se prennent des camions tu sais pas d'où. Enfin, il y a une espèce d'invraisemblance totale au bout d'un moment, mais le problème c'est que le film se prend méga au sérieux. C'est-à-dire qu'on l'a dit, il y a le drame sur Chris Hemsworth avec les flashbacks sur sa femme, son fils, machin. On s'en bat les couilles évidemment, mais t'as le truc de on va essayer de te développer un personnage, t'es là, on s'en fout les mecs, on s'en balance. Oui, c'est ça, on veut juste voir Chris Hemsworth taper des gens, quoi. Ouais, mais en plus, je trouve que la réal est quand même... Alors, c'est lisible, mais c'est très sage, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un coup, un plan. Donc, d'un moment, tu fais oui, ok, j'ai compris. Et en fait, je trouve que le seul passage qui m'a vraiment fait marrer, c'est un passage dans une ruelle où t'as Chris Hemsworth qui se fout sur la gueule avec des gamins. Je fais ok, il pète la gueule à des ados, très bien. Mais le reste du film, j'étais là, en fait, je vois la formule, je vois ce vers quoi les mecs tendent, et je trouve ça un peu has-been. Puis pour le coup, je suis pas tellement d'accord avec le côté gore. En fait, je trouve que c'est le minimum syndical de ce genre de film, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 3 gerbes de sang numériques. Et j'ai envie de dire aux gens, si ça vous éclate et si ça vous trouvez ça vraiment vénère, il y a The Night Comes For Us sur Netflix dont on avait déjà parlé, où il y a des trucs asiatiques en ce moment qui n'arrêtent pas de sortir, où les mecs se donnent 10 fois plus, quoi. Donc je comprends pas trop la hype, j'avoue, sur ce truc. Enfin, j'ai l'impression de voir un espèce de gros bidon de lessive un peu best-of. Puis, tu vois, typiquement, pour citer une production Netflix, on peut parler de Six Underground, qui avait un scénario à chier, mais au moins Michael Bay, quand il te torche une scène d'action, tu t'en souviens, quoi. Là, je suis pas sûr d'extraction que je m'en souvienne dans 3 jours. Ouais, je te rejoins un peu sur le côté mash-up, on a déjà vu un peu partout. Moi, ça m'a bien donné envie de revoir The Raid, en fait, parce que le contexte est un peu le même et tout. C'est vrai. Après, moi, ce qui m'a frappé, même si je fais partie du club français des fans de Chris Hemsworth et je dois être le seul fan ici de Thor Ragnarok, mais ce qui m'a fasciné dans ce film-là, c'est le côté jeu vidéo, en fait. Et même sans être un gamer moi-même total, j'avais l'impression de regarder une partie de Call of Duty pendant 2 heures, et moi j'ai pris un certain pied aussi comme Alexandre, ça m'a bien fait marrer. Je l'ai déjà oublié comme toi aussi par contre, mais je trouve le produit assez bien emballé, et quelque part c'est aussi un peu toujours à la limite des films Netflix, c'est qu'en fait là on a quand même un peu la chance d'avoir un mec qui techniquement se donne un peu. Ça va pas beaucoup plus loin, quoi. Mais le côté jeu vidéo où il passe des niveaux, etc., et j'ai trouvé ça assez fascinant, en fait. Ça entraîne le rythme, en tout cas. Donc voilà, un film à voir sur Twitch. Et Alexandre, il y a des rumeurs effectivement de préquels et même... Ouais, j'ai vu de suite, ouais. Ils vont faire un Tyler Rake Universe. Ben, en fait, ce que je lisais tout à l'heure, là, en préparant le sujet, c'est qu'ils réfléchissaient même à en faire une franchise. Ah bah il y a moyen, hein. Il y a 2-3 personnages, tu développes 2-3 acteurs. Tu ramènes Robert Downey Jr. L'espèce de petit univers de mercenaires, ça fait un point de départ. Et comme on disait au début, un spin-off avec Goldshifteh Farahani, avec un bazooka, un sniper et l'avoir cassé des gueules, moi ça me paraît assez bien. Je suis d'accord avec toi. C'est fou à quel point ça vous a motivé le bazooka de Goldshifteh Farahani. Bah c'est toujours cool un bazooka. Ok, pas de problème. Voilà, il y a un petit moment de détente. Ouais, c'est ça, c'est vraiment genre vous mettez votre cerveau sur off et puis vous matez un mec casser les gueules, quoi. Et j'ai l'impression qu'on a commencé cette émission en finesse, un peu avec du Ricky Gervais, sensible, amoureux, etc. Plein de réflexions sur la vie. Et plus on s'enfonce... Mais c'est marrant parce que concrètement, c'est les mêmes personnages. Hein. C'est que Ricky Gervais comme Tyler Rake, ils sont tous les deux veufs, puis ils regrettent leur vie d'avant. Et ils ont juste pas la même façon de le gérer, quoi. Mais... Ceci dit, je paierais cher pour voir Ricky Gervais casser des gueules et faire de la musique. Ouais, tu vois, en fait, Tyler Rake avec Ricky Gervais, ça aurait été bien. On va donc finir cette émission avec une dernière transition vers un sujet hautement philosophique et romantique, puisque Jean-Victor, tu avais envie de replonger dans l'univers d'Half-Life et de nous emmener dans ce nouveau chapitre innovant. Voilà. Oui, bah on est passé dans la nouvelle dimension. J'ai presque envie de dire que je reviens du futur parce que j'ai pu, grâce à toi Mathieu d'ailleurs que je remercie grandement, jouer au nouveau chapitre de la saga Half-Life. Alors pour resituer un tout petit peu Half-Life pour ceux qui connaissent pas, c'est une des grandes franchises du first-person shooter. Le premier jeu est sorti en 99 et en fait c'était un choc à l'époque parce que c'était un jeu qui était quand même éminemment narratif, c'est-à-dire que vous jouez un scientifique qui s'appelle Gordon Freeman qui arrive dans une base militaire scientifique sous terre.
je sais plus où, dans le Nevada ou un truc comme ça. Et en gros, vous faites une espèce d'expérience qui tourne mal et vous ouvrez une faille vers une autre dimension. Alors on peut dire, ok, c'est le même scénario que Doom, c'était un peu le cas. Sauf que là, il y avait l'idée d'approcher ça très sérieusement et de vraiment immerger le joueur dans cet univers-là. Donc le premier jeu a établi des bases et c'est un jeu qui a eu une importance vraiment fondamentale parce qu'aujourd'hui quand vous jouez à un Call of Duty qui est très scripté ou dans lequel vous assistez à plein de cinématiques mais en étant dans le jeu, en fait tout ça vient d'Half-Life. C'est Half-Life qui a vraiment apporté cette narration dans les jeux vidéo à la première personne et c'est un jeu qui a eu un succès aussi énorme parce que c'est un jeu qui a été modé où le moteur du jeu a été repris et notamment un petit truc qui s'appelle Counter-Strike est un dérivé en fait de Half-Life. Donc voilà, ça c'est pour resituer le jeu de base. Il y a eu une suite en 2004, 2004, je sais plus, qui était un vrai bond en avant en termes de graphisme, etc. Parce que le studio derrière Valve, c'est un studio qui a toujours voulu innover et qui avait mis notamment à l'époque en place un moteur physique très poussé. Vous aviez carrément un pistolet anti-gravité dans le jeu, vous pouviez arracher tous les éléments de décor et les balancer à la tronche de vos ennemis. Et en fait, Valve, c'est un studio qui depuis est devenu absolument capital dans le monde du jeu PC parce que c'est eux qui ont créé la plateforme Steam, vers lequel les 3/4 des joueurs passent pour jouer à des jeux. Mais ils développent plus tellement de jeux depuis des années et donc ils font sur cette plateforme là et en fait c'est marrant, c'est qu'en derrière en coulisses ils ont quand même participé à des trucs. En fait ils sont très actifs dans l'univers de la VR, ils sont quasiment aussi actifs que Oculus, notamment parce qu'ils ont participé au développement du casque HTC Vive et où ils ont en fait développé au fur et à mesure des années tout un tas d'outils. Ils avaient notamment créé sur leur plateforme Steam un truc qui s'appelait The Lab, qui était une espèce de collection de mini-jeux VR où il y avait plein de petits trucs, ils essayaient de jouer avec de la physique, etc. Et, c'était rigolo ça, c'était marrant. Ouais, bah c'était vraiment l'idée on a un nouvel outil, la réalité virtuelle, comment est-ce qu'on peut jouer avec ce truc-là, quoi. Et mais en fait là, après quelques années, à force qu'on leur reproche de plus faire de jeux, ils se sont dit, vous inquiétez pas les gars, on va revenir avec du lourd. Et donc c'est ainsi que vient de sortir Half-Life Alyx, à la grande surprise de tout le monde. Et quand ils l'avaient annoncé, tout le monde n'y croyait pas parce que il y a une arlésienne depuis des années sur Half-Life 3. Et ils ont dit, on a un nouveau Half-Life, mais c'est pas Half-Life 3. Et là, les gens ont fait, ok, what the fuck. Donc c'est Half-Life Alyx qui en fait narrativement se passe entre le premier et le deuxième jeu. C'est avant que Gordon Freeman arrive dans la ville de Cité 17. Et donc vous retournez dans le Cité 17 dans la peau de Alyx, qui est un des personnages secondaires du deuxième épisode, et en fait qui est une nana qui fait partie de la résistance, parce que la ville du coup a été assez prise, plein de trucs venant d'une autre dimension, et donc il y avait plein de petites bébêtes partout, mais il y a une espèce d'armée très obscure qui s'appelle le cartel qui a pris contrôle du truc, et donc vous êtes à moitié dans 1984 et en même temps dans un truc un peu d'horreur avec des monstres qui vous sautent à la gueule comme dans Alien. Donc là, Alyx, du coup, c'est l'épisode VR. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié, puisque ils ont mis en place leur nouveau moteur graphique qui est en développement depuis 4 ans, et surtout, ils ont pris un tout nouveau moteur physique, sachant que la physique dans les jeux vidéo depuis 15 ans, en fait, ça repose sur un moteur qui s'appelle le Havok, et quasiment tous les jeux utilisent ce truc-là, et eux, ils se sont dit, bah, le Havok, c'est bien, mais en fait, ça atteint ses limites, et si on veut repousser les limites du jeu en réalité virtuelle, il faut repartir de zéro. Donc, ils ont vraiment tout repris de zéro, leur moteur, aussi bien graphique que leur moteur de physique. Et donc, on se retrouve dans un monde en VR. Déjà, on se retrouve dans l'univers de Half-Life en VR. Et en fait, le jeu est assez marrant parce qu'à la fois, il a un pied dans le monde de demain et à la fois, il a un côté très classique dans le sens où vous vous retrouvez dans un jeu qui, en termes de progression et de déroulé, est très proche des anciens Half-Life. C'est-à-dire que c'est quand même un jeu à couloir. C'est un jeu où vous n'êtes pas du tout dans un monde ouvert comme les gros jeux actuels. Là, vraiment, c'est assez dirigiste et il y a des points de chargement comme dans les anciens Half-Life. Donc, quelque part, quand on démarre un jeu comme ça, on a vite nos repères qui se retrouvent. Et en même temps, ils sont totalement chamboulés parce que c'est en VR. Et l'idée en fait de Half-Life Alyx, c'est de prendre un peu tout ce qui se fait actuellement en VR et d'en faire le magnum opus, vraiment de faire un jeu AAA, donc un blockbuster du jeu vidéo qui va condenser en fait tout ce qui se fait de mieux. Donc par exemple, en fait, vous voyez les mains de votre personnage, vous vous déplacez évidemment librement avec les petits sticks qu'il y a sur vos manettes, mais en fait vous pouvez un peu interagir avec tout ce que vous avez autour. Donc vous avez un monde qui est très très bien foutu et qui est assez impressionnant au premier abord, surtout qu'il y a un travail sur le sound design qui est absolument bluffant et qui participe vraiment de l'immersion du truc. Et en fait, ce qui est génial, c'est que le jeu, donc où vous suivez Alyx qui va partir en quête d'un objet, et je vous en dirai pas plus pour ceux qui veulent jouer. En fait, l'idée, c'est que c'est vraiment un jeu de game designer dans le sens où chaque niveau va vous proposer une idée de gameplay qui à la fois sera très narrative parce qu'il y a quand même un film narratif et vous êtes d'abord happé parce que vous avez envie de suivre le scénario, mais c'est toujours très ludique.
C'est-à-dire que typiquement, moi, un des premiers exemples qui m'a scotché, c'est au bout d'un moment, donc vous gérez vos mains avec vos manettes. Et si vous avez le dernier casque Valve, en fait, les doigts sont carrément reconnus par les manettes, donc vous pouvez carrément jouer avec vos mains directement. Mais bref, et donc typiquement, vous avez une main dans laquelle vous allez pouvoir vous servir de votre flingue, etc., ou d'un outil pour faire des énigmes, et l'autre main, elle est toujours un peu libre. Mais très vite, vous allez vous retrouver typiquement dans un sous-sol, ou dans lequel vous ne voyez absolument rien, c'est le noir total, et il y a des tas de monstres partout, c'est vraiment très inspiré par Alien Half-Life, donc en fait les murs sont infestés d'une espèce de matière alien bizarre, etc. Et il y a l'équivalent des facehuggers, donc des espèces de... Dans Half-Life, ça s'appelle les head crabs, donc ces espèces de petits crabes dégueulasses qui vous sautent à la gueule, et s'ils vous tombent dessus, ils vous transforment en zombies, donc vous allez croiser des zombies avec ça sur le crâne, et vous allez en retrouver qui n'ont pas encore d'hôtes, et qui espèrent bien vous convertir à la cause, évidemment, c'est pas l'objectif. Et donc à un moment, typiquement, vous êtes dans un sous-sol, dans le noir complet, il y a ça partout. En plus, il y a des bidons, etc., donc si vous visez mal, vous faites tout exploser, vous perdez. Et le seul truc que vous avez pour vous en sortir, c'est que sur votre main gauche, accroché à votre main gauche, il y a une lampe torche. Donc avec votre main gauche, vous devez éclairer votre passage, avancer avec votre stick et regarder évidemment avec votre casque où vous mettez les pieds. Et des fois, vous allez devoir utiliser votre main droite pour gérer le flingue, mais tout en gérant la lumière avec la main gauche. Enfin voilà. En fait, c'est des mécaniques qui fonctionnent vraiment sur l'idée que vous avez les deux mains libres, mais qui vont être utilisées. Et c'est une des nombreuses idées. En fait, toutes les 10 minutes, il y a une nouvelle idée comme ça. Par exemple, il y a un passage aussi où c'est un peu le même délire, vous êtes dans le noir, vous allez utiliser votre lampe, mais il y a un espèce de zombie ultra mutant qui a la tronche d'un truc de Lovecraft qui se dirige juste au son. Donc vous allez devoir choper tout ce qui vous arrive sous la main, des bouteilles, etc. et les balancer de l'autre côté pour que le truc se dirige. Sauf qu'en fait, dans la pièce où vous êtes, il y a des spores. Et donc en fait, les spores vous font tousser. Donc il faut que vous avanciez avec une de vos mains sur le casque. En fait, comme si vous vous cachiez la bouche et en même temps que vous continuez d'avancer avec l'autre main pour savoir où vous vous éclairez, etc. Donc c'est un jeu qui est très horrifique, je ne l'ai pas dit, mais à ma grande surprise, ils ont quand même vachement axé le truc sur ce qui est le plus angoissant dans l'univers d'Half-Life. Même s'il y a des parties fusillades et des parties un peu plus bourrines, mais le jeu propose vachement sur tout ce qui est de plus anxiogène dans l'univers d'Half-Life, et ça marche vraiment. Typiquement les fameux head crabs qui vous sautent à la gueule quand vous les croisez dans les jeux de base, vous vous dites bon bah voilà, c'est des petits crabs, c'est pas méchant. Je peux vous assurer que la première fois que vous en voyez en VR, ça vous paraît monstrueux, ça paraît immense, et la dernière fois je parlais à quel point un jeu comme Doom me calmait. Bah là Half-Life, je pense que si on me mettait un capteur, en fait mon cœur il va à fond la caisse, et c'est juste que j'essaie de rester très calme, mais le jeu est très angoissant et ça marche beaucoup là-dessus. Mais voilà, en fait il y a vraiment cette idée de proposer tout un tas de petits trucs et d'interfaces qui sont très, très instinctifs, en fait. C'est ça qui marche aussi bien. Typiquement, quand vous récupérez des objets, il suffit, par exemple un chargeur, si vous voulez le mettre dans votre sac, en fait il suffit de mettre la manette dans votre dos, de lâcher la gâchette et ça, en fait ça va dans votre inventaire. Et c'est un geste tout con, quoi. C'est comme si vraiment vous mettiez un truc dans votre sac. Et t'as tout un tas de petites choses comme ça qui en fait rendent le jeu extrêmement instinctif à jouer, et en plus, pour revenir sur l'idée du moteur physique, il y a une vraie idée à la Valve qui marche vachement bien, c'est qu'en fait ce coup-ci vous n'avez pas de fusil anti-gravité, mais en fait vos gants sont anti-gravité, donc vous pouvez attirer les trucs vers vous avec vos gants, etc., ce qui vous permet de ne pas passer le jeu accroupi à fouiller les trucs par terre, etc., parce que comme ça c'est quand même un peu plus facile en attirant les trucs. Mais c'est un jeu où typiquement vous avez passé votre temps à fouiller tous les placards que vous trouvez, etc., et ce principe de anti-gravité, ça rend le truc quand même assez marrant à faire, et c'est pas laborieux, quoi. Et du coup j'ai un peu observé, parce que c'est la première fois que je fais un jeu chez moi en VR, même si j'avais fait des escape games, etc., et j'ai l'impression que tous les retours s'accordent à dire qu'en fait les gens qui sont habitués à jouer à la VR trouvent pas que le jeu soit révolutionnaire en soi, parce que chacune des mécaniques qu'on y trouve sont des choses qui ont déjà existé et déjà été mises en place dans d'autres jeux. Mais il y a cette idée de vraiment du best-of qui en fait permet de tirer une synthèse de où en est la VR à l'heure actuelle chez soi et vers quoi elle va tendre par la suite. Un peu comme World of Warcraft l'avait fait à l'époque, où c'était un MMORPG qui avait rien inventé de nouveau, mais qui avait condensé le meilleur de tous les jeux sur le marché pour en faire vraiment le meilleur représentant à l'heure actuelle. Et a priori, Half-Life Alyx, c'est ça. Moi, en tout cas, en tant que... Enfin, sur mon expérience personnelle, j'ai vraiment ce truc-là, de dire que j'ai jamais ressenti ça dans un jeu, parce que typiquement, le côté claustro, le passage dans le noir avec ma petite lampe, je peux vous dire que je menais pas large. Et l'expérience narrative fonctionne à fond, c'est-à-dire que l'univers du jeu est absolument magnifique. La première fois que tu as un être humain devant toi qui te parle, tu te dis putain, le moteur est quand même dingue, et ça tourne sur a priori pas des configs non plus de ouf, mais la patte graphique du jeu en fait qui est vraiment fidèle à la saga et à ce que mettait déjà en scène le 2, elle est là et elle fonctionne hyper bien en VR.
Et t'as ce truc de j'ai jamais ressenti l'univers d'Half-Life comme ça, et c'est passionnant, quoi. Et je me dis, en fait, voilà, ils ont vraiment réussi à la fois être fidèles à l'ADN de la saga, et à la fois à proposer une expérience qui est toute nouvelle et qui utilise à 300% les possibilités de la VR. Tu l'as fini ou pas encore ? Non, je l'ai pas fini parce que c'est assez long. Je suis à 8-9 heures de jeu et je suis au chapitre 10 sur 12 ou 13, je crois. Okay. Donc ça fait la durée d'un vrai jeu, en fait. Ça dure 10-15 heures. Ok. Ouais, tu parlais d'un capteur pour vérifier ton rythme cardiaque, mais ce que la foule réclame, c'est des photos de toi en train d'y jouer, vues de l'extérieur. Demande à ta copine, avec tous les mouvements que tu peux gérer, la peur et tout le bazar, toi avec un flingue, la main sur le casque et tout. On veut des petites vidéos. Alors je peux te dire que je me suis retrouvé un moment dans une fusillade. Alors évidemment, je me cachais derrière les barils, etc. Donc j'étais vraiment accroupi dans mon salon, et à tel point que je me suis cassé la gueule. Je me suis retrouvé sur le cul à un moment. Et on attend les vidéos de Beat Saber aussi. Mais ouais, non, mais ça, pour le coup, c'est vrai que bon, t'as pas l'air très malin quand tu joues avec un casque, mais t'as ce truc de putain, t'es dans l'univers et ça marche du feu de Dieu, et c'est marrant parce que il y a des petits passages. Comme toujours dans les Half-Life, des trucs qui sont un peu imposés, où bon, tu peux pas bouger, enfin, il y a des moments où tu peux plus te déplacer, t'es quand même obligé d'être un peu observateur de ce qui se passe, mais où ils ont trouvé le moyen de te faire un peu acteur de la séquence, notamment un passage où t'es dans un ascenseur, les portes s'ouvrent, c'est au début du jeu, donc c'est pas un spoil, et tu te retrouves face à des gardes du fameux cartel qui, d'un seul coup de poing, te disent, toi tu bouges plus. Et t'as ce réflexe tout con, ils disent lève les mains, enfin tu sais, freeze quoi. Et toi tu lèves les mains. En fait ça ne sert absolument à rien, tu peux rester les mains machin, mais t'es tellement dans le jeu, tu fais oui, je bouge plus, tu lèves les mains comme un con. Et en fait tout le jeu marche comme ça, c'est-à-dire que tout le jeu marche à l'instinct parce que leur moteur graphique est tellement poussé et les mécaniques de jeu sont tellement soignées que c'est hyper immersif. Le seul reproche que j'ai, mais qui est un peu con, c'est qu'il y a des moments où t'as envie de shooter dans les trucs, mais comme t'as pas de capteur au pied, ça ne marche pas. Mais ça c'est pas grave. Bientôt. Mais tu dis que c'est une espèce de synthèse de tout ce qui s'est fait en VR jusqu'ici et que ça c'est une espèce d'état des lieux de tout ça. J'ai lu beaucoup de bonnes reviews, mais il y avait quand même une question sur le fait qu'il y a que Valve qui est capable de faire ça aujourd'hui et peut-être encore pendant longtemps en fait. Valve, ils ont un statut qui est quand même assez improbable dans l'industrie du jeu vidéo, à savoir qu'en fait ils ont pas de boss, c'est eux les boss. C'est un studio indépendant qui est dans une hégémonie économique totale parce que Steam leur apporte un fric monstrueux, donc en fait ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que t'as raison de le pointer, j'avais lu notamment plusieurs tests qui disaient ça, en fait c'est effectivement ils sont c'est leur propre banquier, ils ont quand même des créatifs chez eux, et s'ils ont envie d'expérimenter et de foutre un budget là-dessus, ils peuvent. Et effectivement on voit mal Ubisoft ou Electronic Arts mettre autant de thunes sur un jeu comme ça, parce que c'est un jeu qui coûte quand même assez cher à produire, et en même temps ils ont raison de le faire parce que les premiers chiffres sont assez payants. Le jeu cartonne, je sais plus c'est quoi exactement les chiffres, mais en première semaine, pour un titre VR, ils ont éclaté tous les chiffres. Et en fait, le jeu vend des casques. En fait, les gens ont envie de s'équiper parce que c'est Half-Life, c'est une licence qui parle aux gens, et les gens ont envie déjà de retrouver la licence, mais ils ont envie de vivre l'expérience. Et je pense qu'en fait, les développeurs sont parfaitement conscients de ça et du fait qu'il y a plein de gens qui vont peut-être commencer la VR grâce à ça ou avec eux, et de se dire il faut à la fois qu'on soit accessible aux néophytes et qu'en même temps les gens qui soient coutumiers de la VR, ils prennent quand même plaisir à faire leur expérience. Donc effectivement le truc c'est un peu l'outsider qui met un grand qui jette un pavé dans la mare, à voir si ça aura un impact sur l'industrie tout de suite et si on aura d'autres jeux de cette envergure en VR, mais moi je le souhaite quoi, parce que c'est un kiff quoi. Après oui bon bah voilà, ça fait 10 heures que je suis tout seul avec mon casque dans le salon, mais bon ça c'est le propre de la VR. Mais bon le jeu en vaut la chandelle quoi. Mais tu pourrais être en collaboratif avec un autre joueur sur le prochain Half-Life en VR quoi. Bah après, encore une fois, il y a vraiment cette idée de proposer une expérience solo, et en fait, il y a pas mal de choses dans le jeu où tu te dis, le moteur physique est très bien foutu, tu peux ramasser à peu près tout, mais typiquement, quand t'abats un de tes ennemis, en fait, tu t'approches de lui, alors tu peux le retourner par terre, c'est la première fois que je déplace un cadavre, ça fait bizarre, mais tu le retournes, tu vois son sac à dos avec la lanière un peu ouverte, bah t'aurais envie de lui ouvrir le sac et de fouiller dedans, tu peux pas, c'est pas poussé à ce point-là non plus, mais tu te dis, en fait, à terme, ça le sera, donc les possibilités vont être encore plus énormes. Mais c'est marrant parce que les mecs vont quand même totalement à l'encontre de ce qui fait le sel des gros jeux en ce moment, à savoir faire des mondes ouverts toujours plus grands, où tu peux te déplacer de région en région, etc. Là non, c'est l'inverse, on est dans un truc encore une fois très linéaire et très dirigiste, et en fait si tu faisais exactement le même jeu sur un écran plat, tu reviendrais 10 ans ou 15 ans en arrière, même à l'époque de Half-Life 2, mais
il y a ce truc de si tu le transposes dans un gameplay en VR, en fait d'un seul coup t'as un effet waouh, ça transforme complètement l'expérience de jeu et ça réouvre des possibilités sans avoir besoin de faire des mondes toujours plus grands à la GTA ou des choses comme ça quoi. Donc il y a ce côté vraiment, encore une fois, ils ont un pied dans le passé et ils reprennent des trucs qui marchent de avant, mais en le faisant, en le juxtaposant avec les possibilités de demain, et le résultat est assez bluffant. Donc à voir comment eux après ils vont développer la formule s'ils refont des jeux comme ça. Donc ça c'est un nouvel épisode de Half-Life réussi en fait. Ouais, et en fait dans l'absolu, alors c'est pas Half-Life 3 à proprement parler parce que c'est pas chronologiquement et narrativement la suite du 2, mais dans cette idée que chaque épisode de la saga pose un nouveau truc et impose des nouveaux standards, c'est vraiment le Half-Life 3 spirituel quoi. Très bien. Et le scénario, il est comment ? Ça nourrit un peu la franchise ou c'est... Ouais, c'est... en fait, t'apprends pas mal... Dans l'absolu, t'apprends ce qui se passe entre le 1 et le 2 et pourquoi Gordon Freeman arrive dans la cité du 2. Et en fait, tu vois tu découvres pas mal de background sur le personnage de Alix et sur son entourage. Tu vois notamment d'autres figures un peu connues de l'univers d'Half-Life et notamment des extraterrestres qui sont parfois un peu gentils aussi. Ça pose quelques nouveaux trucs. Je suis pas sûr que ce soit indispensable si jamais ils font une suite, mais pour tous les gens qui sont en manque, surtout que je l'ai pas dit, mais Half-Life 2... il y a eu 2 petites suites qui s'appelaient épisode 1 et épisode 2 et il devait y avoir un épisode 3 qui est jamais sorti, et du coup l'épisode 2 terminait sur un énorme climax. Donc en fait ça fait 10 ans que les gens se sont arrêtés sur un climax. Et alors j'ai pas fini encore Alix, mais a priori la fin d'Alix donne 2-3 points en plus sur le fameux climax, donc il y a quand même l'idée de nourrir un peu les gens. Donc ouais, narrativement ça pose de nouvelles choses dans l'univers d'Half-Life, c'est pas juste un prétexte et juste un spin-off pour le principe de quoi. Est-ce que ça vous donne d'acheter des casques ? Est-ce que ça vous donne envie d'acheter des casques ? Grave. Mais ça coûte tellement cher. C'est tellement cher. Pour un jeu, oui. Bah, c'est vrai que c'est coûteux. Là, pour le coup, la solution que j'ai pu faire grâce à toi, Mathieu, c'est pour peut-être donner une idée de prix aux gens qui nous écoutent. Les casques, oui, ça va de 400 balles à 1000 euros. Là, moi, je joue avec l'Oculus Quest, qui est donc le casque dont on avait déjà parlé, qui est indépendant. Vous pouvez vous achetez le casque. En fait, il n'y a pas de câble. Vous le mettez sur la tête, ça scanne votre pièce et vous pouvez jouer. Mais en fait, le Quest, on peut le brancher à un PC avec un câble. En fait, c'est un câble USB 3 avec la bonne prise mais bref, ça s'appelle l'Oculus Link. Et en fait, ça transforme le casque en un Oculus Rift branché à un PC. Et donc, d'un seul coup, vous avez accès à tout le catalogue de Steam VR, de Epic VR, et de toutes les plateformes VR. Donc, moi, j'y joue comme ça et ça marche plutôt bien. Après, la résolution du casque est pas ouf, mais en fait, la fameuse grille de pixels, etc., tu l'oublies très vite une fois que t'es dans le jeu, quoi. Et vraiment, le début du jeu pour ça est assez dingue parce que c'est tout con. En fait, tu démarres le jeu sur une terrasse avec la ville de Half-Life 2 devant toi. Et tout de suite t'es dedans, il y a un espèce de tripode, donc d'énormes robots un peu à la guerre des mondes qui t'arrive devant et qui pose son pied devant toi, et en fait juste avec le sound design du jeu t'as vraiment l'impression que le sol tremble et tout, enfin c'est hyper bien foutu. Donc même avec un casque Oculus à 400 balles, l'expérience est déjà hyper plaisante. Alors j'imagine qu'avec le casque de Valve qui coûte 1000 balles, avec la reconnaissance des doigts, etc., ça doit être encore plus fou, mais voilà, vous n'avez pas besoin de prendre non plus le Nec Plus Ultra. J'arrive à faire le jeu sans aucun problème. Et oui, juste une petite précision sur comment ça se passe pour les déplacements. Ils ont pensé à tous les joueurs parce que y a des gens qui ont et moi j'ai eu un peu ça au tout début du jeu. Moi j'ai choisi de jouer en mode continu, c'est-à-dire que j'utilise les sticks qu'il y a sur les manettes pour pouvoir avancer, donc je me déplace comme si je jouais à un FPS. Et en fait des fois effectivement entre la différence de mouvement que vous faites dans le jeu et en vrai, votre cerveau au début a un peu de mal à s'accommoder de ça. Donc il y a 2 autres modes de déplacement où en fait vous pointez avec une manette le sol et vous visez là où vous voulez atterrir et vous vous déplacez comme ça, soit avec un fondu noir puis vous revenez dans le jeu, soit avec un espèce de téléportation rapide où vous continuez de voir ce qui se passe à l'écran. Donc voilà, il y a plusieurs modes de déplacement, donc si vous êtes un peu sensible au mode crâne suite à la VR, a priori vous pouvez faire le jeu avec le mode de téléportation, ça marche bien aussi. Très bien. Ok, cool. Voilà, un peu un pied dans le futur. Dans le turfu. Dans le turfu. Merci beaucoup Jean-Victor. Merci à vous. Merci à vous 4. On a parlé dans cette émission spéciale confinement numéro 4 d'Afterlife saison 2, disponible sur Netflix. On a parlé de The Plot Against America sur OCS. On a parlé de Gotham Heights qui sera bientôt disponible chez les meilleurs libraires quand ils réouvriront. On a parlé d'extraction sur Netflix et enfin d'Half-Life Alyx que vous aurez peut-être la chance un jour de tester dans une salle d'arcade VR et on vous le souhaite. Merci beaucoup François de nous avoir accompagnés sur cette émission. Merci à vous, c'était un grand plaisir. Un vrai bonheur. Et on te retrouve sur Première.
Exactement. Sur Première.fr. Ce mois-ci, le magazine n'est que pour les abonnés pour cause de pandémie, mais il est disponible sur le kiosque numérique et à partir du mois de juin, normalement, les affaires reprennent à peu près normalement. C'est très cool. Et messieurs, et on vous propose évidemment de nous suivre sur les réseaux sociaux. Réagissez sur Twitter, Instagram, tous les clusters CloneWeb et le compte Happy Hour sur Twitter. Et on vous dit à très bientôt en vous donnant rendez-vous pour peut-être une dernière émission spéciale confinement dans 15 jours. Ouais. Prenez soin de vous. Ciao. 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 Salut. Merci, à très bientôt.